Bonjour Jacques Beau. Bonjour. Vous êtes ancien membre du renseignement stratégique suisse, spécialiste des pays de l'Est, chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. Vous avez été engagé dans des négociations avec les plus hauts responsables de l'armée et du renseignement russe juste après la chute de l'URSS et vous avez travaillé au sein de l'OTAN. Vous avez suivi la crise ukrainienne de 2014, puis avez participé à des programmes d'assistance à l'Ukraine. Autant dire que c'est un sujet que vous maîtrisez et c'est pour ça que nous étions particulièrement heureux de vous recevoir aujourd'hui. J'ai lu votre livre, Jean-Louis Tremblay également. D'abord, j'invite tous mes auditeurs à vous le procurer. Il est très riche et très fourni, très sourcé. Tout est sourcé et ça permet vraiment de comprendre ce qui se passe en ce moment. Alors, je ne sais pas si... au début, je pensais commencer par la dernière actualité, entre guillemets, russo-ukrainienne. C'est non seulement l'agression, mais là, le charnier de Boutcha. Mais finalement, est-ce que c'est pas mieux de recommencer par le passé, ce que vous avez fait dans votre livre, et montrer les tensions qui ont monté depuis bien longtemps? Vous parlez d'abord de la création du pacte de Varsovie avec cette demande de zone tampon et le changement de ton radical comme il a été interprété, en tout cas par l'Occident, dans le discours de Munich, si vous pouvez nous rappeler ça, Jacques Beau. Alors, très volontiers. Néanmoins, on n'est pas loin des événements de Boutcha qu'on évoque Mm. dans les médias actuellement, parce que le but de mon livre n'est pas de rétablir ou d'établir une vérité. Mais je suis un professionnel du renseignement et je constate que de plus en plus, les décideurs décident en fait sans attendre de savoir quelle est la situation réelle. Et le phénomène de Boucha est vraiment typique, où on commence à prendre des sanctions avant même d'avoir les résultats d'une quelconque investigation ou d'une enquête. Et c'est en fait le sujet de mon livre, si on veut bien. Alors, pour remonter aux origines du conflit, effectivement, il y a deux origines du conflit. Il y a une origine profonde, historique, stratégique, qui est celle que vous avez évoquée, celle qu'on évoque le plus souvent. D'ailleurs, c'est cet espace que la Russie a toujours cherché à avoir entre entre sa capacité nucléaire et la capacité nucléaire occidentale. Parce qu'elle a très bien compris que si les deux se touchent, eh bien, la guerre, s'il y a une guerre, elle part immédiatement dans le champ nucléaire. Et si on maintient un espace, on garde un espace pas seulement physique, mais aussi un espace de négociation dans le cadre d'une guerre conventionnelle avant d'arriver dans le champ nucléaire. Et c'est ça l'essence, si vous voulez, des préoccupations russes. C'est pour ça qu'il voudrait la vision des Russes depuis la fin de la guerre froide, même depuis avant la guerre froide, en fait. Ce serait d'avoir une zone totalement neutre, en fait, entre leur capacité nucléaire et celle de l'OTAN. C'est aussi simple que ça. Et évidemment que dès le début des années 2000, lorsque, déjà sous le gouvernement Bush, les Américains ont commencé à envisager d'implanter des missiles, alors certes des missiles antimissiles ou antibalistiques en Europe de l'Est, les Russes ont commencé à voir là un risque. Et de fait, aujourd'hui, les lanceurs de missiles antibalistiques peuvent effectivement lancer des missiles défensifs, mais aussi des missiles offensifs. Et qu'est-ce que ça signifie pour les Russes? Ça veut dire que si un jour il y a une tension, imaginez une tension similaire à celle qu'on a aujourd'hui, et puis qu'on voit que les Russes perçoivent une activité autour de ces lanceurs, ils ne peuvent pas savoir si les missiles sont nucléaires ou simplement défensifs. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'ils seraient amenés à faire? Eh bien, ils seraient amenés à agir, ce qu'en termes stratégiques, on emploie préemptivement, c'est-à-dire juste avant que les missiles soient tirés et enclencher une guerre nucléaire. C'est ce que Poutine, d'ailleurs, a dit à l'issue de la visite d'Emmanuel Macron à Moscou, dans la conférence de presse, où il a dit que l'Occident pourrait être amené à être engagé dans une guerre nucléaire sans nécessairement même le vouloir. Et c'est effectivement le risque qu'il y a à être trop proche l'un de l'autre avec des capacités nucléaires. Alors, c'est la cause. Ce sont les effets finalement de l'élargissement de l'Union européenne d'une part, et puis de l'élargissement aussi des tentacules otaniennes. Alors, c'est plus l'OTAN que l'Union européenne. Il y a Oui, mais puisque la réponse, la réciproque russe se ferait aussi sur le continent européen.
Oui, mais enfin, quand on parle d'Europe, alors, j'entends Union européenne, hein, pour moi, Mm. l'Europe, Mm. je le prends comme ça. Oui, c'est bien entendu, on est sur le continent européen, ça c'est évident. Et c'est avant tout la question de l'avance de l'OTAN. Et c'est d'ailleurs beaucoup de spécialistes de l'OTAN dans les années 90 déjà, qui avaient évoqué ce risque et qui avaient évoqué pas seulement la perception russe, mais aussi le risque parce que ce risque est symétrique. Vous voyez, si les Russes sont trop proches de l'OTAN, l'OTAN pourrait lui aussi rétorquer par des armes nucléaires. Et on voit d'ailleurs que maintenant, des pays comme la Pologne ne semblent pas totalement effrayés par le fait d'avoir des armes nucléaires sur leur territoire. Donc, on est dans une sorte d'emballement aujourd'hui qui répond aux soucis des stratèges, pas seulement russes, mais aussi américains des années 90. L'Union européenne joue aucun rôle là-dedans. Je crois qu'aujourd'hui, en Europe, on a trop tendance à mettre en avant l'Union européenne dans cette question. On est dans une question stratégique. Vraiment, c'est la stratégie nucléaire qui est en jeu et ça n'a rien à voir avec l'Union européenne dans cette affaire. Et bien, ça sont les causes profondes. Puis après, il y a les causes, j'allais dire, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en quelque sorte. Et là aussi, on n'évoque jamais ce phénomène. Or, il a été observé à partir du 16 février de cette année, on a l'intensification des tirs de l'Ukraine sur le Donbass, parce que l'Ukraine préparait effectivement une offensive pour reprendre le Donbass. Et là, on n'a rien de nouveau, j'en invente rien du tout. Il y a un décret qui avait été signé en mars 2021 par Volodymyr Zelensky pour reprendre militairement la Crimée et reprendre en fait possession du territoire ukrainien par la voie militaire. Et donc, on savait, et il y avait eu déjà depuis de nombreux mois, les spécialistes et les services de renseignement d'ailleurs, parce que on les a un peu évincés de la discussion, mais en réalité, les services de renseignement ont annoncé depuis de nombreux mois que les Ukrainiens renforçaient leurs dispositifs aux frontières du Donbass. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si vous regardez la carte, une carte honnête, parce qu'on ne met jamais les Ukrainiens sur les cartes qu'on nous montre dans les médias, mais si vous regardez une carte aujourd'hui, vous voyez que pratiquement toute l'armée ukrainienne, le gros de l'armée ukrainienne, disons comme ça, est encerclé actuellement dans le Donbass, complètement encerclé par les forces russes. Donc, c'est parce que tout simplement, ces forces étaient prêtes à intervenir dans le Donbass. Et c'est le déclenchement des feux d'artillerie préparatoires à cette offensive le 16 février de cette année qui a en fait poussé Vladimir Poutine à attaquer. Il a vu qu'on était dans la phase d'une offensive, dans la phase initiale d'une offensive, et que s'il voulait avoir du succès, il fallait réagir immédiatement, avant même que les forces ukrainiennes aient pu solidement prendre pied, si vous voulez, dans les deux républiques du Donbass. Oui. Donc, on est sur, effectivement, et ça correspond d'ailleurs, on a beaucoup commenté la sémantique, hein, puisque Vladimir Poutine ne veut pas parler de guerre, mais d'opération, parce que dans l'optique russe, la guerre a commencé bien plus tôt. Pour eux-mêmes, elle a commencé en 2014 en réalité. Effectivement, il y a eu une longue phase de latence, si vous voulez, mais la guerre, le conflit qu'on a aujourd'hui, le conflit militaire qu'on observe aujourd'hui, a en fait commencé à la mi-février. Et c'est corroboré par les évaluations de différents services de renseignement occidentaux, de grands services, je dirais, je ne veux pas préciser lesquels, mais de grands services qui pensaient qu'effectivement, la Russie n'avait pas l'intention d'attaquer l'Ukraine avant la fin janvier, début février. C'est donc effectivement les préparatifs ukrainiens qui ont déclenché la mise en route de l'opération russe. Jacques Beau, vous faites bien de revenir sur la genèse de ce conflit. Et sur sa très éclairante chronologie. Il est évident que l'OTAN a joué un grand rôle dans le déclenchement de cette guerre,
ou opération, selon le camp où on se place. Ce qui est intéressant dans votre livre également, c'est que vous revenez sur la sémantique qui est utilisée par chacun des camps. Et c'est très important, les mots, parce que c'est aussi une guerre de mots. On utilise assez souvent des termes aujourd'hui qui ne veulent plus rien dire. Quand revenons par exemple sur le massacre de Boutcha, si il y a eu massacre, car tout ceci mérite tout de même une enquête fouillée et du recul. Rappelons-nous le pseudo-massacre de Ratchak au Kosovo qui avait déclenché le feu otanien sur la Serbie. Bien, une équipe de légistes finlandais, me semble-t-il, à l'époque, avait remis en cause la thèse du massacre de civils. Et Renaud Gérard du Figaro avait très bien démonté l'affaire en disant que bon, ça avait été une mise en scène. Mais entre-temps, la guerre avait été déclenchée contre la Serbie et par l'OTAN. Mais dans votre livre, vous revenez sur des tas de termes que tout le monde mélange aujourd'hui, qui sont désinformation, réinformation, propagande, fake news, etc., etc., etc. Et je voudrais justement que vous nous expliquiez un petit peu ce qui se joue dans cette guerre des mots. Alors effectivement, c'est important parce que en utilisant mal les mots, on crée des situations aussi. Alors, dans mon livre, et c'est d'ailleurs l'introduction en fait de mon livre, je donne une sorte de glossaire des termes que j'utilise dans le livre parce que c'est important. Par exemple, le mensonge, par exemple, c'est clairement quand on dit quelque chose de faux alors qu'on sait on dit quelque chose alors qu'on sait que c'est faux. On connaît la vérité, mais délibérément, on induit en erreur. Donc ça, c'est, par exemple, typiquement, c'est un mensonge. Le conspirationnisme, parce qu'on a dit, on a même écrit que j'étais conspirationniste. Le conspirationnisme, c'est pas simplement d'avoir une opinion divergente des autres, comme on l'utilise maintenant, parce qu'aujourd'hui, vous avez des officines qui utilisent ce terme simplement pour discréditer les opinions divergentes. Le conspirationnisme, c'est le fait, d'ailleurs, ça ne comprend pas nécessairement du mensonge en soi, le conspirationnisme. C'est important. Mais c'est le fait de lier des événements qui sont dissociés, mais que l'on relie par une logique arbitraire, une logique que l'on établit soi-même. Typiquement, pour le 11 septembre, vous avez des avions qui viennent s'écraser dans des bâtiments, les bâtiments s'effondrent, on déclenche une guerre, donc vous pouvez relier ça de différentes manières. Vous avez des gens qui vous diront « Ah, mais en fait, c'était un moyen pour les propriétaires des immeubles de gagner de l'argent par les assurances. » Alors ça, c'est la théorie du complot juif. Après, vous avez la théorie du complot saoudien, n'est-ce pas? Parce que c'est évidemment ceux qui étaient dans les avions étaient essentiellement des Saoudiens, donc automatiquement, c'est le gouvernement saoudien qui l'a fait. Vous avez la thèse de la CIA, parce qu'il y a eu la guerre qui s'est faite après, donc c'était un bon moyen pour provoquer la guerre, etc. Ça, ce sont des arrangements, en fait, on a des faits qu'on observe, qu'on a vus, qui sont filmés, et puis on les relie ensemble de telle manière à créer une légende, en fait. Des interprétations, en fait. C'est plus qu'une interprétation. Oui, c'est une interprétation, bien sûr, mais on crée un narratif, si vous voulez, à partir de là. Et à partir de ce narratif, on base des politiques. Et c'est là où ça devient très dangereux. Vous voyez, si les gens pensent que la Terre est plate, bon, vous avez des officines comme Conspiracy Watch qui voient ça comme conspirationniste. Bon, ça n'a pas beaucoup d'incidence sur notre vie de tous les jours. On peut même penser que c'est des lézards qui nous gouvernent. Ça ne va pas influencer nos décisions politiques. En revanche, lorsqu'on commence à construire des réalités fictives à partir d'événements qui sont observés, qui sont connus, mais qu'on les relie de telle manière à définir, si vous voulez, des responsabilités et à baser des politiques, c'est là où le problème commence à arriver. Et typiquement, ça a été le cas du 11 septembre, où on a commencé à y voir l'Afghanistan, à y voir l'Irak, à voir toutes sortes d'auteurs derrière, et à justifier les guerres, alors qu'en réalité, on sait très bien que le 11 septembre, c'est
une vingtaine de jeunes exaltés, islamistes, qui ont décidé de venger les frappes américaines de 1998 sur l'Afghanistan. Point barre. On en est là et même d'un point de vue de renseignement, la responsabilité de Bin Laden, tout ça, reste extrêmement hypothétique et n'a jamais été démontrée. Par contre, on sait que ce sont une vingtaine d'islamistes qui ont fait ça. Donc, il n'y a pas de CIA, il n'y a pas de Mossad, il n'y a pas tout ça. C'est ces gars qui ont décidé, un petit peu comme on verra plus tard dans d'autres attentats, où un groupe de jeunes, de nouveau des fanatiques, des exaltés, qui décident de faire quelque chose de marquant contre un adversaire, etc. Et le 11 septembre, c'est ça. Il a eu des conséquences terribles, mais beaucoup de ces conséquences sont dues à un regard, alors qu'on avait pratiquement tous les éléments déjà en 2001, en réalité, on a créé un narratif sur cette affaire de façon à justifier alors des guerres, etc. C'est en fait, on est dans une très large mesure conspirationniste dans la plupart des cas, en fait, et ceci pour justifier nos propres politiques. Et les différents massacres que l'on voit aujourd'hui vont un petit peu dans cette direction. Alors, il faut être prudent parce que on pourra définir ça et affirmer les choses que lorsqu'il y aura eu des enquêtes et des investigations approfondies et impartiales surtout, ce qui n'a pas l'air de vouloir être le cas. Mais déjà maintenant, d'ailleurs, le massacre de Boutcha est déjà sérieusement battu en brèche, ne serait-ce déjà que par la chronologie des événements, puisque on sait que les Russes sont partis de Boutcha le 30 mars. Le dernier soldat russe a quitté Boutcha le 30 mars. Le lendemain, le maire de Boutcha fait une vidéo où il exprime sa satisfaction, son contentement. Et puis le fait aujourd'hui est un jour de joie, dit-il. Voilà, exactement. Et en fait, on ne parle pas de massacre, on voit pas, il n'y a pas de cadavres sur les routes, etc. Le 2 avril, on a même une unité de la police que l'on voit, qui est filmée d'ailleurs, qui vient pour nettoyer la ville. Et là aussi, elle ne montre absolument aucun mort et rien du tout. C'est de la police ukrainienne, bien sûr. Et puis tout d'un coup, le 3 avril, on a ces éléments qui arrivent. Donc, alors après, vous avez naturellement le New York Times qui vient avec des photos satellites, qui, d'après mes informations, sont déjà débunkées, qui montrent qu'en fait, il s'agit d'images qui ont été falsifiées. Donc, on est dans la guerre de l'information, très clairement. Et juste, pardon, Jacques Beau, peut-être préciser le New York Times qui a fait son revirement que seulement il y a peu de temps concernant l'affaire de l'ordinateur de Hunter Biden, qui avait été révélé par le New York Post bien avant. À ce moment-là, tout le monde poussait des cris d'orfraie vis-à-vis du New York Post et de ce qu'il révélait. Et puis voilà, le New York Times qui discrètement finit par dire, bien plus tard, et une fois les élections passées, que finalement, le New York Post avait raison. Donc bon, voilà, rappelons quand même le passif du New York Times. On a ça avec tous ces événements, n'est-ce pas, le Russiagate, c'est-à-dire la soi-disant intervention des Russes dans les élections américaines. Là aussi, on a on est arrivé finalement à ce que le FBI abandonne toutes les charges, cette fameuse Internet Research Agency à Saint-Pétersbourg, qui était gérée par un proche de Poutine et qui aurait soi-disant fait tout ça. Et puis finalement, le FBI a abandonné toutes les charges, même contre cette organisation. Donc, on voit qu'on crée des narratifs en vue d'un objectif politique, et puis après, inévitablement, les vérités, la réalité revient à la surface, et puis on s'aperçoit qu'on a accusé à tort. Le problème, c'est que quand on accuse à tort et que ça s'arrête là, bon, comme ça, tout le problème vient du fait
on commence à enclencher des mécanismes de sanctions, on commence à enclencher des mécanismes de rétorsion, on prend des mesures, par exemple, quand on voit le fait j'allais dire, jeter des armes dans la population ukrainienne maintenant, avec des conséquences qui risquent d'être terribles et qui commencent d'ailleurs déjà à être terribles pour les Ils ne sont Ukrainiens. plus civils. Oui, ils ne sont plus civils de fait. Non Donc... seulement ils sont plus civils, mais en plus de ça, on a un développement de criminalité parce que vous avez dans le sillage des guerres, vous n'avez pas que des militaires qui se battent, mais vous avez des bandes armées, etc. Et vous, en France, l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale est marquante parce que beaucoup de ces gangs qui ont aidé d'ailleurs la Gestapo pendant la Deuxième Guerre mondiale étaient en fait le milieu, une bonne partie du milieu français. Donc, on voit très bien que la criminalité rejoint ou s'abreuve en fait du conflit et ça me semble extrêmement malsain de prendre des décisions avant même d'aborder les questions diplomatiques. On voit qu'aujourd'hui, notamment en Europe, la problématique, enfin la réaction diplomatique a été complètement contournée. On n'est plus du tout dans ce schéma-là. On est passé au stade suivant où on distribue des armes, où on se bat à coups de sanctions et on essaye d'augmenter les sanctions parce qu'on voit que ça ne fonctionne pas. Et puis finalement, le problème, c'est qu'on s'aperçoit maintenant que ce sont les Occidentaux qui commencent à payer le prix le plus cher pour ces sanctions. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un manque de réflexion au niveau politique, il y a très clairement une absence du renseignement dans toute cette crise. Et on voit qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a très discrètement, on voit quand même que les militaires américains commencent à faire entendre leur voix de manière discrète, c'est vrai, mais pour essayer de calmer le jeu. D'ailleurs, c'était même dans maintenant, je ne voudrais pas dire de bêtises, j'allais dire que c'était le New York Times, parce que je le lis régulièrement, mais je peux me tromper, mais le Pentagone disait qu'il n'était pas capable d'attribuer de manière très claire le massacre de Boutcha, par exemple, aux Russes. Et effectivement, les éléments qu'on a actuellement et qui ressortent de plus en plus tendent à indiquer qu'il y a probablement eu massacre, mais qu'il n'est pas du tout dit que ce soit le fait des Russes. Jacques, sur ce sujet, vous avez parlé d'enquête objective. Visiblement, vous le dites, le narratif politique n'est pas objectif. Comment on fait pour arriver à cette enquête objective? Jean-Louis Tremblay, pensez au voyage de presse aussi organisé. Oui, parce que ce qui est troublant dans cette affaire, c'est, comme vous l'avez rappelé, évacuation le 30 mars par les Russes, 3 jours s'écoulent, et le 3 avril, ça commence à matraquer au niveau médiatique. Et là, nous avons un panel de journalistes représentant bizarrement tous les supports médiatiques, tous les vecteurs médiatiques, radio, télé, presse écrite, photo, etc., qui arrivent directement sur les 10 massacres, ou les supposés massacres. Voilà, un enclenchement parfaitement bien organisé et bien rodé. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est très difficile d'accéder actuellement en Ukraine, et je le sais par des camarades qui sont sur place, à la ligne de front directement, et ce, dans les 2 camps. C'est très, très difficile. Donc, les journalistes qui sont sur place vont là où on leur dit d'aller, ou là où ils peuvent aller. Et évidemment, c'est toujours dans un but précis. Donc, méfiance tout de même. Tous les conflits sont difficiles à couvrir, mais celui-ci plus particulièrement. Et je voudrais également rappeler que dans toute guerre a son sillage d'horreur. Et dans toute guerre, il peut y avoir des crimes de guerre. Très bien. Mais il ne faut pas tout mélanger. Quand Zelensky dit c'est un crime de guerre et 15 secondes plus tard dit c'est un génocide, c'est n'importe quoi. En droit, génocide a une signification. Crime de guerre, on a une autre. Ce n'est pas du tout la même chose. Et si on mélange tout, qui dit génocide, évidemment, alors là, on est submergé par l'émotion parce que ça rappelle 39-45 et on repart dans un cycle des gentils et des méchants. Voilà, alors méfiance.
Alors effectivement, bon, j'étais, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'étais chef de la doctrine des opérations de maintien de la paix aux Nations Unies. Mm. Et un de mes sujets principaux, en fait, à cette époque, c'était la protection des civils dans les conflits. Donc, on s'est fortement, comment dire, on s'est penché sur la problématique précisément des massacres d'ailleurs, des atrocités qui sont commises à l'encontre de civils. Et il y a des mécaniques là-dedans. Je veux pas, ça serait l'objet d'une émission à être toute seule, donc on ne peut pas entrer là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, je connais bien le sujet et c'est quelque chose qui, pour moi, répond à une sorte de grammaire assez précise en fait. Et là, on a à Boutcha, on a une grammaire qui est en creux quelque part, parce que si on compare aux médias, on voit cette grammaire appliquée. Donc, il est clair que si on veut avoir une image précise de ce qui s'est passé, on ne peut passer que, je dis bien que, par une investigation qui soit impartiale, neutre et qui ne soit pas qui n'applique pas les parties au conflit. Or, qu'est-ce qu'on voit dans les contacts qui ont été établis entre Ursula von der Leyen et Volodymyr Zelensky ces derniers jours, eh bien, que l'Union européenne allait non pas mener une enquête indépendante, mais allait appuyer l'enquête ukrainienne. Donc, on a l'Union européenne qui, au lieu de prendre sa distance et sa fonction, qui, à mon avis, sa fonction naturelle, qui serait de rester au-dessus de la mêlée et d'observer et de jouer son rôle d'arbitre, non, elle entre dans le conflit et se met comme une partie au conflit. Et là, on a déjà un élément qui me semble extrêmement inquiétant, mais que Ursula von der Leyen joue depuis très longtemps. C'est une partie au conflit. L'Union européenne est une partie au conflit. Et c'est ça qui est extrêmement perturbant. Quant aux Nations unies, on remarque que les Russes ont demandé à deux reprises. C'est l'épreuve. Non, pas. Donc, ils ont demandé à deux reprises d'avoir une session spéciale sur Boutcha. La présidence britannique du Conseil de sécurité a à deux reprises refusé à la Russie d'avoir cette séance spéciale sur Boutcha. C'est assez indicateur quand même de nouveau de cette grammaire qu'on a d'essayer d'imposer un narratif sur ce phénomène. D'ailleurs, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, on supprime tout ce qui pourrait contredire le narratif officiel sur Boutcha. Et ça me semble très indicatif de quelque chose qu'on essaye de créer. Et puis, il y a quand même quelque chose qu'on doit mentionner. Alors, évidemment qu'il doit être pris avec des pincettes parce que c'est toujours dans des situations où on est dans l'émotion, c'est toujours un peu difficile. Mais il y a un député ukrainien, pas russe, ukrainien, un député socialiste, qui a déclaré sur les réseaux sociaux que l'affaire de Boutcha avait été planifiée par les services de renseignement britanniques et mise en œuvre par le SBU ukrainien. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. En tout cas, ça vient du côté ukrainien, ça ne vient pas du côté russe. C'est un député. Donc... Est-ce que ce n'est pas un Ukrainien pro-russe? Parce qu'il y a quand même aussi une tranche de la population. Oui. Tout à fait, c'est vraiment un Ukrainien. Et on est... donc, ça montre qu'on est très loin d'avoir une image claire et précise de ce qui s'est passé. Et surtout, on n'est pas au point de pouvoir baser des sanctions, baser des décisions politiques, comme on le fait actuellement, sur cet événement. Et moi, c'est ce qui me perturbe dans toutes ces crises, d'ailleurs pas seulement celle-ci, mais toutes les crises qu'on a vécues ces dernières années, c'est qu'on dégaine nos sanctions avant même de connaître
le fin mot de l'histoire. Ça a été le cas aussi avec le détournement d'avions Ryanair au Bélarus, où pratiquement dans les minutes qui ont suivi l'annonce du détournement, on avait déjà proposé des sanctions, alors qu'on ne savait pas du tout ce qui s'était passé. Les éléments qui étaient alors disponibles montraient que en fait, il y avait eu une espèce de machination dans laquelle le Bélarus avait réagi plus ou moins bien, mais pas de manière délibérée. Et en fait, le rapport de l'Organisation internationale de l'avion civil, qui a été publié au mois de janvier de cette année, accrédite en fait la version bélarusse, même si elle lui dit qu'il y a des petites erreurs de procédure qui ont été commises. Donc, Jacques Beau, pardon, il nous reste très peu de temps. Moi, je voudrais quand même, pour conclure, quand on arrive à ce fin mot de l'histoire sur l'affaire Boutcha, enfin, même si elle est loin d'être réglée, c'est est-ce qu'on va réussir à avoir cette enquête objective que vous appelez de vos voeux? Parce que visiblement, on est mal parti. Et ça c'est quand même très inquiétant, parce qu'on peut peut-être arriver à un conflit jusqu'à une guerre nucléaire à partir d'absence d'enquête ou d'absence subjective. Je précise, vous disiez que l'Union européenne avait dit qu'elle n'avait pas les moyens de faire l'enquête et qu'elle s'appuyait sur les éléments ukrainiens. Si je ne me trompe pas, les Américains ont fait de même. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens de faire l'enquête et qu'ils s'appuyaient sur les preuves ukrainiennes. Alors, c'est possible. Moi, je n'ai pas vu ce que les Américains ont dit à ce propos, mais je veux bien croire ce que vous dites. Et je n'ai pas non plus, évidemment, de boule de cristal quant à savoir si on va connaître une fois la vérité ou pas. Ce qui m'inquiète surtout, c'est les processus de décision. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on risque de prendre des décisions sans savoir. Est-ce qu'on saura? Je ne le sais pas, mais on ne peut pas, à mon avis, en tant que professionnel du renseignement qui a conseillé des organes gouvernementaux, on ne peut pas prendre des décisions sans savoir. Merci beaucoup. Voilà. On va continuer cette discussion, Jacques Beau, c'est absolument passionnant et je pense qu'il faut prendre le temps d'en reparler avec vous. Merci encore. Merci à vous, Jean-Louis Tremblay, et merci à tous nos chers auditeurs. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.